De votre présence. Je salue en particulier la présence de personnes de la commune ou d'autres d'ailleurs qui viennent assister à ce débat, et c'est tout à fait satisfaisant de reprendre un petit peu la vie normale. Pendant plus d'un an, nous avons été privés de toute convivialité, de toute publicité de nos interventions. Enfin, on essaie de faire au mieux pour que la communication soit assurée. Donc c'est une bonne chose de retrouver aujourd'hui des personnes qui assistent physiquement à ce conseil. Je vais commencer évidemment par faire l'appel. Jean-Jacques présent, James Walker présent, Godet Christelle présent, Guédon Éric présent, Giraud Dominique oui, Pascal Hénard-Machet, procuration James Walker présent, Le Rouillet Alexia, Miandarcourt Valérie Bosson Joël, présent. Degnaud Sylviane, Barater Robert, présent. Girardot Marie-Claude, Tournier Gilles, Robert Bernadette, Ménet Julien Marc, présent. Simon Marie-Jeanne, Georges Barre, Chauvin Catherine, procuration à Valérie, Miandarcourt, Rafos Valérie, procuration à Monsieur le maire, De Curnage Philippe, présent. Robert Françoise, Dufour Nelly, Echernier Motet Claude qui sera présent dans quelques instants, Deconge Xavier, présent. Giglet Elisabeth, présente. Cyclone Claude, procuration à Brigitte Perrault, Dagan Jean-Marc, présent. Et Méchouk Christophe, procuration à Elisabeth Giglet. Très bien, le quorum est atteint. Nous pouvons donc délibérer et procéder à l'examen de l'ordre du jour du conseil tel qu'il a été adressé à chacun d'entre vous. Première chose, pure formalité, désignation du secrétaire de séance. Je vous propose de reconduire à l'unanimité Gilles Tournier, secrétaire de séance. Y a-t-il des contre, des abstentions? Gilles, secrétaire de cette séance. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 juin 2021. Est-ce que ce procès-verbal du conseil appelle des commentaires, des questions, des interrogations, éventuellement, pour qu'on puisse prendre des mesures? Si pas de questions. Brigitte, non, mais je voudrais, oui. Maintenant qu'il y a eu l'approbation, je voudrais vous faire part d'un désagrément, bien pour vous que pour moi. C'est-à-dire que le courrier du conseil n'est jamais arrivé dans ma boîte. C'est pas de votre fait, mais c'est au niveau de la poste, quoi. Ça peut quelque part aussi vous... Enfin, je sais pas, ça peut vous gêner quelque part. Moi, je suis allée en mairie, je l'ai récupéré, on me l'a donné gentiment, mais voilà. Alors, vous l'avez trouvé comment? Vous avez demandé parce que vous l'avez reçu? Oui. Ah, oui, mais c'est pas de votre fait, mais c'est quand même à signaler, quoi. Enfin, je sais que la poste, ils ne veulent pas beaucoup avancer, mais néanmoins... Bon, en tout cas, je prends note de Brigitte et on va faire la représentation. Je sais pas. À la poste. Ouais. Mais on regardera parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de... C'est la première fois que je suis confrontée à ça. Oui, ce genre de situation. Bon. Ouais. Nous ferons évidemment les observations qui s'imposent à la poste. Et on vérifiera pour les prochains conseils, on vérifiera bien que tous nos membres ont bien eu dans les délais. On aura un coup de sécurité. Et j'ai une autre remarque. Oui. Je voudrais savoir pourquoi figure sur la convocation de ce conseil municipal du jour, en référence, les initiales de M. Lebaille, ce dernier ne faisant plus office de DGS le 1er juillet. Comme ça, quand on prend nos références, publiées le 15 juillet, en dessous, on a les références, on a vos initiales, HLB et FS. C'est un mauvais copier-coller. Ben voilà, je pose la question. C'est un mauvais copier-coller. Ok. Merci. Il n'y aura plus ce genre d'abnégation, ça je peux vous garantir. Très bien. Pour l'état des délégations, elles ont été envoyées en annexe 1. Pas de commentaires particuliers sur les délégations?
Je vous remercie. Avant de passer à l'ordre du jour de ce conseil, proprement dit, avec la partie administration générale que je vais lancer ensuite, permettez-moi, en ce début de conseil, de féliciter chaleureusement notre presse locale, en particulier le Dauphiné libéré, qui a, semble-t-il, recruté une nouvelle correspondante de qualité, qui ne signe certes pas ses écrits. Sans doute s'agit-il d'une Madame Irma, dotée de dons spécifiques, qui permettent à ce quotidien de nous faire les comptes rendus du conseil municipal publié avec 72 heures d'avance. On n'arrête pas le progrès. Je propose donc au Dauphiné libéré de faire le compte rendu du conseil municipal de la mi-septembre dès cette fin de semaine. Nous gagnerions tous en efficacité, sans nous préoccuper du ridicule qui, à l'évidence, ne tue pas. C'est un petit préalable. Administration générale. Point 3.1. Installation d'un conseiller municipal et élection d'un nouvel adjoint au maire à la suite d'une démission. Lorsque le conseil municipal devient incomplet en raison de la démission d'un conseiller municipal, il convient évidemment de le remplacer. Vu le courrier de M. Rosoni, Olivier, faisant état pour raison de santé de sa demande de démission, je précise bien pour raison de santé, pour ceux qui en douteraient, je tiens à leur disposition le courrier d'Olivier Rosoni, donc pour raison de santé, il a demandé sa démission de sa fonction d'adjoint et de conseiller municipal. Cette lettre a été transmise comme il se doit à la préfecture. Vu la réponse de M. le sous-préfet par délégation de M. le préfet qui accepte cette démission en date du 24 juin 2021, vu le courrier qui lui a été adressé pour recueillir son accord et à la suite de sa réponse positive pour siéger au sein de notre conseil municipal, M. Echerny Motet, Claude, est installé comme conseiller municipal. S'il vous plaît, c'est pas tellement l'endroit, donc si vous respectez quelque chose, mais je doute, je pense que nous avons autre chose à faire que d'avoir des manifestations de commentaires inappropriés. Donc, j'invite Claude Echerny à rejoindre sa place et je vous propose la délibération suivante. La vie d'un conseil municipal et les situations individuelles nécessitent parfois de revoir l'organisation des délégations. La liste des adjoints peut ainsi être modifiée en cours de mandat en cas de vacances pour désigner un nouvel adjoint. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-4, L2122-7, L2122-7.2, L2122-10 et L2122-15, vu la délibération 2020-028 du 23 mai 2020 portant création de 8 postes d'adjoints au maire, vu le procès verbal d'élection du maire et des adjoints du 23 mai 2020, vu l'arrêté municipal numéro 2020-114 du 27 mai 2020 donnant délégation de fonction et de signature à M. Olivier Rosoni, vu l'arrêté municipal 2021-175 du 15 juillet 2021 retirant sa délégation de fonction et de signature du maire au 7e adjoint, considérant la vacance d'un poste d'adjoint au maire, dont la démission a été acceptée par l'autorité préfectorale par courrier reçu le 24 juin 2021, considérant que lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu démissionnaire, considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 7e adjoint, considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, le conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1, décide que l'adjoint à désigner occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste de vacant. Article 2, procède à la désignation du 7e adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue. Je vous propose donc, dans un premier temps, de recueillir les candidatures au poste de 7e adjoint au maire et en fonction donc, des candidatures, ensuite de procéder, comme il est prévu, au vote, au bulletin secret à la majorité absolue
du 7e adjoint. Qui se porte candidat pour le poste de 7e adjoint? Joël Besson, Jean-Marc Dagan. Un autre candidat? Donc nous avons deux candidats, Joël Besson et Jean-Marc Dagan. Je propose, si vous en êtes d'accord, on a plusieurs options. Soit on est formaliste absolu et on met l'urne et on procède avec des enveloppes, soit on procède en simple récolte des bulletins dans une corbeille et dépouillement ensuite. Sachant que nous sommes dans une minorité que nous savons compter, normalement on peut le faire au plus simple. La deuxième option est très bien. On garde la deuxième option par corbeille, hein, et l'essentiel c'est qu'on vote à bulletin secret comme c'est prévu par la loi. Donc je vais désigner deux assesseurs pour procéder aux opérations de vote. Françoise Grobel, qui est là, et Georges Barthes. Très bien. Donc, vraiment deux sages qui tiendront le rôle d'assesseur. Si tout le monde est en place, Marie-Odile, on est la corbeille. Ouais. Je vous propose donc, vous avez deux bulletins blancs, d'inscrire le nom de votre candidat, hein, de plier évidemment votre bulletin et de le déposer dans la corbeille au passage de Odile, de façon à ce qu'on puisse procéder dans la foulée au dépouillement. Aux deux assesseurs de nous rejoindre. Neuf bulletins, c'est bon. Vérifiez le nombre de bulletins d'abord, comptez les bulletins. Merci. 29 bulletins exprimés. Je vous propose de commencer le dépouillement. Monsieur Dagan. Monsieur Dagan. Monsieur Bosson. Monsieur Bosson. Monsieur Dagan. Monsieur Dagan.
Dagan. Monsieur Bosson. Monsieur Dagan. Monsieur Bosson. 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 Monsieur Dagan. Monsieur Bosson. Sept bulletins Jean-Marc Dagan, 20 bulletins Joël Bosson, 2 bulletins nuls, ce qui fait bien 29. Donc, M. Bosson est élu avec 20 voix, conseiller 7e adjoint du conseil municipal de Publier. Je vais procéder à la remise de son écharpe, signe de sa nouvelle fonction au sein du conseil municipal, avec mes compliments. Bravo, merci. L'élection du 7e adjoint étant réglée, nous passons maintenant à la création d'un poste de conseillère municipale déléguée et indemnisée. J'ai juste une remarque, s'il vous plaît, par rapport à la délibération sur la nomination d'adjoint. Donc, du coup, je vais préciser la nomination effectivement d'adjoint, mais pas sur sa fonction. Par contre, on a tout dans le tableau d'après. Oui. Est-ce que, du coup, c'est la délibération d'après qui fait la nomination dans la fonction? Bon, ça sera effectivement récapitulé dans le tableau d'après. D'accord. Donc, du coup, on là, pour l'instant, c'est l'élection d'adjoint. D'accord, on est d'accord. Merci. Merci. À la suite de la délibération précédente, bien que l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, le maire peut également donner délégation à des membres du conseil municipal. Ils sont alors nommés conseillers municipaux délégués, par décision du maire, qui en délivre l'information. Considérant l'arrêté de délégation à Mme Degnaud comme conseillère municipale déléguée, considérant le choix de lui attribuer une indemnité, considérant que les conseillers municipaux délégués peuvent en percevoir une dans la limite du maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints, c'est-à-dire dans la limite de l'enveloppe prévue pour la rémunération des élus allouée par le conseil municipal. Considérant qu'une indemnité peut être votée
dans le respect de l'enveloppe indemnitaire, aux conseillers municipaux détenteurs d'une délégation des fonctions du maire, dans la limite de 6% dans les communes de moins de 100 000 habitants. Considérant que pour pourvoir à cette indemnité, le conseil municipal peut par délibération et à la demande du maire fixer pour ce dernier une indemnité de fonction inférieure au barème prévu. Considérant le choix d'indemniser Mme Degnaud, conseillère municipale déléguée, Monsieur le maire propose au conseil municipal de bien vouloir délibérer pour minorer son indemnité de maire et pour l'attribuer dans les limites réglementaires à la conseillère municipale déléguée. Vu l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 21-23-23 du même code, vu les articles L21, 23, 24 et 23, 24.1 du même code, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer, monsieur le maire, à sa demande, une indemnité de fonction inférieure au barème prévu. Décide d'attribuer le montant correspondant à madame la conseillère municipale déléguée. Dit que monsieur le maire rapportera les arrêtés de délégation et de signature existants pour en arrêter de nouveau. Joint à cette délibération le nouveau tableau dans l'ordre de répartition des adjoints. Le maire n'a pas changé. Jacques Grandchamp. Son indemnité change. Passe à 49% de l'indice. Le premier adjoint, James Walker, demeure dans ses fonctions d'adjoint, premier adjoint, responsable des finances de l'administration générale. Indemnité a changé. La deuxième adjointe, Christelle Godet, demeure en charge du social et de l'intergénérationnel. Indemnité a changé. Troisième adjoint, M. Éric Guédon, demeure en charge des travaux et de la voirie. Indemnité a changé. Madame Dominique Giraud devient responsable adjointe de l'environnement, du développement durable et des sports. Indemnité inchangée. Cinquième adjoint, M. Hénin Machet, adjoint à l'économie, emploi frontalier, inchangé. Indemnité inchangée. Sixième adjointe, Mme Alexia Lerouillet, en charge du scolaire, de l'enfance, de la petite enfance. Indemnité inchangée. Septième adjoint, M. Joël Bosson, en charge de l'urbanisme. Indemnité de 22%. Huitième adjoint, Mme Valérie Merlarcourt, en charge de la culture et du patrimoine. Indemnité inchangée. Et enfin, conseillère municipale déléguée, Mme Degnaud Sylviane, en charge de la communication pour une indemnité de 6%. Cette communication appelle donc, est-ce qu'elle appelle des remarques, des interrogations, des questions? Oui. Oui, on aurait des questions, notamment quel était ce pourquoi de modification des attributions des adjoints en termes de responsabilité, et puis pourquoi la création de la post-communication alors que la responsable initiale, qui plus est, relève son métier. Du coup, voilà, c'était pourquoi ces changements, et puis sur l'urbanisme. Que M. Bosson vienne à l'urbanisme, alors du coup c'est une bonne chose que le poste soit à nouveau pourvu, puisqu'il y a une nécessité effectivement dans la commune qui est indéniable. Néanmoins, on s'interroge un peu sur les risques qu'il peut y avoir compte tenu du patrimoine familial issu de M. Bosson, avec un poste à l'urbanisme justement, avec le risque que ça peut présenter à côté. Voilà, c'était les deux interrogations qu'on avait. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Il a des interrogations sur le patrimoine de M. Bosson, mais aussi sa difficulté qu'il aura si, même avec tout le respect qu'on lui porte, cette difficulté de prendre une décision si ça concerne un etc. Comment est-ce que vous faites? Très bien. Je vous remercie pour ces questions. D'abord, je rappelle que l'avis d'un conseil municipal
évolue au fil d'une mandature, c'est pas à vous que je vais la prendre, et que les circonstances nous amènent à reposer un certain nombre de prérogatives. Le facteur déclenchant est le départ d'Olivier Rosoni. Je me permets de réinsister encore une fois sur le fait que ce départ d'Olivier Rosoni, je l'ai dit l'autre jour publiquement, je vous ai lu son courrier, j'ai lu le courrier que j'ai fait. Olivier Rosoni a au moins une très grande estime pour lui. C'est un garçon courageux qui a accepté, à ma demande, d'être adjoint. Il n'était pas du tout volontaire sur les sports. Et je reprécise que j'ai insisté pour qu'il ait un poste d'adjoint parce que le handicap n'est pas un prétexte. Et qu'il a combattu pendant 1 an, courageusement, son handicap. Et il a toujours été présent. Donc je le resalue encore une fois, de façon très sincère, et je ne vois pas en quoi ce départ puisse donner lieu à des interprétations infondées et je dirais irrespectueuses pour Olivier. C'est pas l'objet des questions, hein, monsieur. Mais c'est aussi ma réponse. Ah, Et je vais répondre le reste. Ne soyez pas impatients, j'y viens. il n'y a aucune allusion. Ensuite, donc, vacances d'un poste. Vous savez qu'on doit remplacer un adjoint par un autre adjoint, et pas par une adjointe. Donc, logiquement, on fait appel au suivant et en fonction de compétences. Je n'ai aucun doute sur les compétences de Joël Bosson. Si vous en avez, je ne sais pas sur quoi se fondre. Moi, je n'en ai aucune. Non, on n'a pas parlé des compétences de M. Bosson. Ensuite, oui, mais je sais très bien, les suppositions sur les conflits d'intérêts, les ingérences, vous connaissez ça beaucoup mieux que nous, puisque c'était le quotidien de la précédente mandature. On est bien d'accord. Non, mais Donc, vous allez nous expliquer après, monsieur le maire. Oui, mais je peux rappeler certains souvenirs. Oui, bien sûr. Donc, Joël Bosson a des compétences avérées dans le domaine de l'urbanisme, que j'ai apprécié pendant 1 an. Il a une personnalité, il a une ligne de conduite, pour moi c'est important. Je lui fais totalement confiance. Quant au conflit d'intérêts que vous imaginez, je vous rappelle que les délégations du maire en matière d'urbanisme sont limitées et que tout ce qui touche au permis de construire relève du maire et que de lui. Et que je pense avoir une certaine éthique et certains principes qui font que je ne laisserai jamais perdurer ce que nous avons malheureusement trop connu dans cette commune. Et j'en profite pour annoncer que nous allons faire un vrai PLU. Attendez, un vrai PLU. Pas un PLU fait pour déclasser les terrains des copains. Vous avez raison. Les élus sont aussi passent devant le préfet que Oui. le terrain des copains, je pense que ça c'est... On peut s'interroger sur le Vous contrôle. pouvez vous interroger, comme nous on peut s'interroger aussi, c'est le but des questions. Oui, mais je pense qu'on peut beaucoup s'interroger sur le PLU aujourd'hui de la commune, qui a débouché sur ce qu'on sait aujourd'hui. On est d'accord. On est bien d'accord. Il y a des fragilités. Mais on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Je voudrais aussi rendre hommage à Dominique Giraud. Dominique Giraud est une personne enthousiaste, dévouée à la commune. C'est une bosseuse qui a beaucoup de choses à nous apporter. Je lui lance un challenge qu'elle a accepté. Elle conserve évidemment toute la partie environnementale, développement durable, ce qui de facto la laisse membre des commissions au urbanisme, et je lui ai donc confié le soin de prendre en charge le sport, qui n'est pas une mince affaire dans notre commune. Donc c'est pas quelque chose de facile. Elle a accepté, avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, de relever ce défi. Elle peut compter sur mon appui, ma confiance, mon soutien, et nous avons tous été unanimes dans ces choix. Ensuite, on a évoqué le cas donc, de la création du poste de la communication. La communication est quelque chose d'important, c'est pas moi je vais l'apprendre. La communication de la commune n'est pas structurée. Nous n'avons pas un service de communication, nous avons une personne qui gère tant bien que mal la communication. On le voit aujourd'hui dans les relations avec les médias, avec les réseaux sociaux, nous avons un besoin. Et j'ai besoin d'avoir auprès de moi une personne qui me gère la communication au plan politique, donc capable de construire des projets politiques de communication et d'accompagner notre stratégie pour les années à venir.
cette personne, c'est Sylviane Deniau, que je connais bien et dont je connais les capacités, évidemment, et la loyauté. J'ai besoin de ça à ce poste. Ensuite, il nous reste à évoquer le cas de Valérie Merdarcourt. Valérie Merdarcourt demeure adjointe en fonction de la culture et du patrimoine, domaine que nous souhaitons développer. Et vous avez fait à juste titre des observations en 2 jours. Vous étiez choqués que nous soutenions à ce point la culture. Pour moi, la culture est un élément essentiel. Et Valérie s'est déjà fortement impliquée, en particulier au niveau des relationnels avec la Maison des Arts de Léman. La culture, c'est le seul domaine, encore une fois je le dis, je le redis, c'est le seul domaine dans lequel Thonon, Publié et Vian ont été capables de travailler ensemble. J'espère qu'on fera mieux. Il faut du temps, hein, notre Charlette, mais on va y arriver. Donc, pour moi, la nomination de Valérie Merdarcourt à ce poste-là, elle a du sens, elle doit amener à un développement considérable. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels je n'aurais pas répondu, vous souhaitez? Non, mais peut-être une réflexion de ma part. Oui. Quand vous disiez que j'étais contre l'augmentation de la subvention, c'est pas tout à fait ça. Je vous avais juste fait remarquer que pour l'instant, on avait aussi de la culture publiée de la commune et que l'augmentation à la malle était peut-être pas, on aurait pu la pousser 2 ans pour pouvoir garder la culture. Mais vous m'avez répondu, j'ai entendu, mais voilà, je voulais juste remettre. Oui, je vous ai répondu que c'était une affaire de programmation. Oui, voilà. je sais. Merci. Mais je voulais aussi remettre ma question, comme elle est, c'est pas que je sois contre la culture, je trouvais que la subvention votée aurait pu attendre un peu. Voilà. Merci Elisabeth. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou observations, je vous propose de passer au plan 3.3, au point 3.3, le remplacement d'un élu dans la commission des finances. Ça découle des mesures précédentes. Monsieur le maire expose que suite à la démission de Olivier Rozzoni de son poste de conseiller municipal et de son mandat de maire adjoint, il convient de le remplacer dans la commission des finances, formée par délibération 2020-043 de 8 juin 2020. La commission des finances était composée comme suit. James Walker, qui en est le président, Joël Bosson, Éric Guédon, Sylviane Deniau, Olivier Rozzoni et Claude Sigval. Projet de délibération, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-22, vu la démission de M. Olivier Rozzoni de son poste de conseiller municipal et de son mandat de maire adjoint, il convient de le remplacer dans la commission des finances, formée par délibération du 8 juin 2020. Considérant que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le principe de la représentation proportionnelle, afin de préserver l'expression pluraliste des élus communaux. Considérant que les listes suivantes ont été élues au sein du conseil municipal lors du scrutin du 23 mai 2020, liste 1, unie pour publier en Fion, liste 2, publiée en Fion Nouvelle Horizon. Sur le rapport de M. le maire et sa proposition, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier la commission municipale des finances comme suit. James Walker, le maire président, Joël Bosson, Éric Guédon, Sylviane Deniau, Marie-Claude Girardot et Claude Sigval. Est-ce que ça appelle des commentaires particuliers? Non? Donc la commission des finances va pouvoir être maintenant votée. Contre? Qui s'abstient? Commission votée à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais faire maintenant une petite pause en ce qui concerne et donner la parole à Valérie pour la convention avec la société Recyclive dans un premier temps et dans un second temps pour l'approbation de la convention type pour les bénévoles de la médiathèque Anne Noailles. On n'est pas encore avec sa présidence.
convention entre la mairie de Publier et la société Recycle Livre. Alors je vous replace le contexte rapidement, parce que je ne dis pas que vous avez tous assisté au conseil, vous en avez encore en mémoire certaines informations. Donc Recycle Livre, c'est une société donc, qui offre aux particuliers, aux associations et aux collectivités un service gratuit de récupération de livres et qui leur donne une seconde vie. Ainsi, ils récupèrent tous les livres et ils les remettent en vente à un prix sur Internet et 10% du revenu net réalisé sont reversés à des associations sélectionnées en général pour leur action concrète en faveur de l'éducation et de l'environnement. Donc les médiathèques sont régulièrement amenées dans le cadre de l'actualisation et du suivi de ces collections à procéder au tri des documents lui appartenant. Donc on procède à un désherbage, on en avait longuement parlé la dernière fois, et on avait expliqué effectivement que les livres qui étaient ainsi retirés, donc désherbés, donc enlevés des collections des médiathèques, étaient une seconde vie, si on peut dire. Donc il y avait des manuels scolaires, il y avait des livres de poche, il y avait tout type d'ouvrages auxquels on conservait effectivement la couverture plastique, le code barre et la Marianne. Et là, Madame Perrault, vous étiez justement intervenue et vous avez fait remarquer effectivement que dans ce cadre-là, attention, c'est une Marianne, c'est de l'argent public, ce sont des ouvrages. Alors on a refait effectivement la convention dans ce sens et je vous en remercie, parce qu'effectivement c'était judicieux. Donc, une fois que ces livres sont effectivement donc donnés à cette association, l'argent récolté par la commune est reversé à une association que nous avons choisie, et c'est l'association La Sphère Solidaire. Donc, c'est une association qui est sur la commune, et ainsi Recycle Livre, qui assure en amont la collecte et les modalités, et qui mettra en vente, reversera les 10% à cette association. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Visiblement oui. Vous avez peut-être des questions? Oui. Je vous en prie, Madame Perrault. Alors j'en ai encore, donc je réitère mes questions. Je voudrais savoir quel pourcentage avez-vous prévu pour mettre dans les boîtes à livres? Allez-vous partager les livres qui sont mis au rebut, sans donner tout à cette association, que je ne les délivre pas, je connais le responsable, on peut compter sur elle. Parce que ce qui me gêne, c'est que ces livres ont été achetés avec de l'argent public, et ainsi, pour moi, les administrés doivent pouvoir en profiter. Donc j'aimerais que vous tissiez ou vous formuliez un certain pourcentage de ces livres qui pourraient aller dans les boîtes à livres. Je sais que dans les boîtes à livres, c'est un échange entre citoyens, enfin administrés, mais néanmoins, il y a quand même de l'argent public qui a été mis au départ, et ça me semble tout à fait normal qu'on en fasse partager aussi aux administrés. Merci. Alors effectivement, c'est un point de vue, moi je ne l'avais pas vu comme ça. Pour moi, effectivement, c'était des livres qui étaient mis au rebut. Les cabines à livres, elles sont suffisamment fournies, parfois même beaucoup trop, et vous savez mieux quiconque. On y trouve un peu tout et n'importe quoi. Donc normalement, les cabines à livres, elles n'ont pas pour vocation à recevoir effectivement tout ce qui sort de la bibliothèque et tout ce qui est désherbé. Après, j'entends effectivement argent public. C'est toujours un petit peu compliqué parce que dès qu'on tend la pancarte argent public, on s'est dit oulala, attention à ce qu'on fait, attention comment on le fait et comment on fait passer le message. Alors effectivement, actuellement, on a 28 cartons qui sont en attente d'être donnés à cette association Recycle Livre pour qu'ils soient vendus et que nous puissions en récolter donc les fameux 10% pour la Sphère Solidaire. Moi j'entends, alors effectivement, j'ai posé un petit peu la question autour de moi, et notamment aux deux personnes qui travaillent au sein de la médiathèque, et à Isabelle Beau, qui est en charge de ces deux personnes et qui est responsable de Coculture depuis des années sur la commune. Elle m'a dit que non. Moi, elle et ses collaboratrices m'ont dit que ce n'était pas la vocation première de la cabine à livres. Alors moi, je peux effectivement, on peut si vous souhaitez, parce que moi je préfère être dans le dialogue, ouvrir un certain pourcentage, mais alors après on le base sur quoi le pourcentage? Un pourcentage de quoi? De scolaire, de livres de poche? Je ne sais pas, moi il me faut des propositions concrètes, je peux réfléchir à la question, je ne ferme pas la porte, mais aujourd'hui les cabines à livres, elles débordent, il y en a partout, les gens font peu cas parfois, les ouvrages sont malmenés, donc en rajouter encore pour en ajouter et dire parce que c'est de l'argent public, alors oui effectivement ça va redorer mon blason, j'en ai pas besoin, je ne sais pas, je m'interroge. Mais voilà, c'était l'essence de ma réflexion, mais voilà, je ne ferme pas la porte, bien sûr.
Redorer ton blason, il y a un insulteur, et il n'y a pas besoin. Jusqu'à présent, et on ne peut pas dire que ça soit trop facile, que ce qu'on faisait était bien, mais les personnes de la bibliothèque allaient dans les cabines, enlevaient les livres qui étaient abîmés ou qui étaient trop vieux, et remettaient certains livres de la bibliothèque dans du désherbage. C'est tout simplement ça. C'est parce que y a certaines personnes qui prennent un livre, qui le remettent après. C'était tout simplement parce que la bibliothèque a des livres qui sont assez récents. C'est tout simplement parce que certaines fois, tu as raison Valérie, dans la livre, les gens déposent des livres qui sont abîmés, qui n'ont plus. Donc, ça vient qu'il puisse y avoir un renouvellement, mais tu as toute notre confiance. On sait qu'on ne va pas te dire ça serait bien que tu en mettes 12%. C'est ridicule. Le but, c'est de se dire qu'il pouvait y avoir de temps en temps un roulement et que des vieux livres soient mangés pour que certains du désherbage soient mis, tout simplement. Voilà. D'accord, on peut voir ça, mais je sais notamment que j'ai notamment demandé à chaque fois et très souvent, parce que la culture, pour moi, c'est comme la nourriture, ça ne se jette pas, donc ça se recycle, ça se recèle, etc. Et effectivement, au sein de la médiathèque, on a fait installer des étagères, où c'est marqué, servez-vous, les gens peuvent se servir. Ça, franchement, ça n'a pas un grand succès. Voilà, donc ça veut dire que peut-être que les gens ne sont pas aussi demandeurs qu'on le souhaiterait. Peut-être que dans une bibliothèque, c'est autre chose que dans peut-être, alors, mais voilà, mais j'entends et je vais demander effectivement, c'est pas moi qui décide, je vais demander effectivement à Isabelle Beau et à ses collaboratrices de la médiathèque de réfléchir à d'autres propositions. Je me permets de rajouter encore une observation. On a des communes environnantes dans les vallées, ou pas très loin, je vous assure, pour Mirande et tout ça, ils n'ont pas les moyens qu'ont publié. Je parle bien, je prends exemple, c'est pas Féterne, des petites communes, et qui ont des besoins sur les Gabos ou ailleurs, mais peut-être consulter aussi ces petites communes. Alors c'est une idée, on va se rapprocher pour voir s'ils n'auraient pas des besoins par rapport à ce que vous proposez. Voilà. D'accord, la création du catalogue. je vais avec cette éventualité aussi, pas de souci. Merci. Dans l'ensemble, c'est bon, on peut c'est tout bon? Bon, pour synthétiser, c'est quand même une démarche qui est vertueuse. Oui, absolument. Donc il faut qu'on la mette en œuvre. Et on peut la nourrir. Voilà. On peut l'améliorer. Et je vous remercie de vos contributions. Donc on va y travailler. Puis à la limite, on vous fera un retour aussi assez régulier pour vous dire. Voilà. Quand j'entends effectivement nos communes voisines, si on peut, chaque fois qu'on peut donner un coup de main aux communes moins riches, on le fait bien volontiers. Donc merci encore une fois et je pense qu'on peut procéder à... Oui, on peut procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci à tous. Merci. Merci Valérie. Je laisse la suite. Alors la suite, c'était la convention de bénévolat. Alors je ne sais pas, je vais peut-être pas tout lire. Simplement, il faut savoir que la commune de Publier, effectivement, fait parfois appel à des bénévoles, alors notamment encore au sein de la médiathèque, ou sur des manifestations pour encadrer, pour aider. On l'a fait aussi notamment sur les manifestations qu'on a fait récemment autour du jardin, toujours avec le pôle culture. Et ces bénévoles, ils ont besoin effectivement d'avoir un cadre, et pour eux et pour nous. Donc on vous a soumis une convention de bénévolat. Alors il y en avait déjà une au sein de la commune, j'ai rien inventé. Elle a été un petit peu remaniée. Donc en collaboration, alors il y avait Madame Anne-Sophie Dutruel, il y avait Monsieur Leval aussi qui ont regardé cette convention, et également Madame Isabelle Beau. Donc est-ce que vous avez des observations à faire par rapport à ce qui vous a été communiqué sur la convention des bénévoles? Non, vous l'avez tous lu, c'est tout bon? D'accord. Alors écoutez, je soumets au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci à tous. Merci. Merci Valérie pour la partie culture. Et nous passons maintenant, pour que notre bonheur soit complet, aux affaires financières. Merci pour le bonheur. Je vous propose au vote les nouveaux tarifs municipaux. Quel est l'objectif de cette démarche? C'est pas tant de remplacer et de modifier les tarifs
mais de recentrer l'ensemble des tarifs de la commune qui jusqu'alors étaient épars par service en un seul document qui sera entre les mains de toutes les personnes qui ont à traiter de cela, notamment ceux qui sont chargés des régies. Donc l'objectif, c'est de regrouper tout ça dans une annexe unique. Les modifications principales portent sur l'évolution habituelle et annuelle, je dirais, des tarifs de la Cité de l'Eau. Nous espérons tous la réouverture dans des conditions correctes. Vous avez également quelques très grosses modifications sur la location de matériel à la journée. En effet, il n'appartient pas à la commune de se transformer en Kiloutou local, donc on a réduit un certain nombre de locations. Alors les stands sur location de matériel à la journée, nous sommes page 2, en fait il n'y a pas de stand à louer, donc le plus simple c'est de les supprimer. On a maintenu la plonge, forfait de livraison des tables, chaises, barrières de police, le tarif est supprimé, il est repris dans un tarif global rapporté au nombre d'agents qui sont utilisés pour les locations. Vous l'avez derrière, forfait de livraison par transport, location de chaises, coffret électrique avec branchement, tout cela disparaît. Vous avez par contre des choses qui augmentent de façon conséquente en prestations diverses suite à des manifestations ou travaux. En fait, il s'agit de remise en état. Donc les équipes du centre technique nous ont dit que l'heure de balayeuse n'était facturée que lorsque quelqu'un laissait une place en mauvais état, par exemple. Donc on l'a facturé en prenant en compte le salaire de la personne qui était dessus en réajustant le tarif. Tractopelle, c'est pareil, il n'y a jamais eu pour l'instant d'appel à ça. C'est pour le cas où quelqu'un nous laisserait sur le stabiliser les déchets en quantité importante. Et il en va de même pour cette partie-là. Nous avons supprimé l'heure de main-d'œuvre mécanicien auto, même en remontant sur 18 ans, je n'ai pas trouvé de facturation de l'heure de mécanicien auto, donc ça peut être une suppression de ligne sans difficulté majeure. L'heure de chariot élévateur, même chose, on ne voyait pas l'intérêt dans le cadre des remises à niveau des structures de la commune de louer un chariot élévateur, surtout qu'à 40 € avec la personne qui le conduit, vous comprenez bien qu'on est très loin du prix de revient pour la commune. Y a-t-il des questions particulières sur ces tarifs? Vous avez? Oui, j'avais juste une remarque, toujours en lien avec le monde associatif en fait, puisqu'il y a des tarifs de location de matériel. Du coup, si on lit strictement la grille de tarifs et la délibération qui sont liées, du moins, on ne voit pas d'exclusion de ces tarifs, d'application de ces tarifs à destination des associations qui organiseraient des manifestations, tant pour les salles que pour le matériel. Du coup, je dirais que c'est quand même une double peine, surtout par les temps qui courent, parce qu'on a déjà eu le sujet sur les subventions qui ont été quand même considérablement minorées. Et du coup, pour celles qui souhaitent encore organiser des manifestations, on leur impute encore des frais, alors que c'est des bénévoles, c'est des associations qui n'ont pas de vocation à faire des bénéfices, mais en tout cas à apporter un petit peu d'air pour le fonctionnement de notre association. Donc voilà, je voulais voir si, attirer votre attention sur le fait que ces tarifs pourraient ne pas s'appliquer pour les associations de la commune, bien évidemment. Je vous remercie de cette remarque. Alors, je me permettrai d'abord de dire que je ne partage pas votre point de vue sur la réduction des budgets des associations, puisque si on ramène ces budgets au temps de fermeture des structures, à l'impossibilité pour les associations d'avoir des activités, il est clair qu'on n'est pas dans un contexte de réduction. Il suffit d'appliquer une règle de 3. Sur les locations, pour pouvoir, si vous voulez, je vais continuer à répondre, je vous ai pas répondu. Sur les locations, pour pouvoir intégrer les locations diverses, que ce soit des podiums ou autres, à une association, dans les conventions qui sont passées avec l'association, il faut encore avoir un tarif. Comme vous le savez, lorsqu'on passe une convention avec une association, il convient d'intégrer dedans la subvention en numéraire, s'il y a lieu, et les avantages en nature, les subventions en nature, c'est-à-dire la mise à disposition de moyens. Pour pouvoir intégrer dans ces conventions correctement la mise à disposition de moyens, encore faut-il y avoir un tarif. Donc, le fait de mettre un tarif sur une location quelconque d'un matériel d'association signifie qu'on peut le prendre en compte dans la convention.
signifie aussi, si on considère que l'association est trop demandeuse, de l'amener à se calmer un petit peu. On a des associations, vous savez combien cela coûte au personnel de monter un Barnum. Vous mettez quasiment 4 personnes une matinée pour le monter et autant pour le descendre ensuite. Une association qui demande un Barnum une fois dans l'année, ok, mais une association qui commence à demander un Barnum à chaque fois qu'elle a l'idée qu'il pourrait pleuvoir, il faut qu'on sache la modérer aussi. Je vous rappelle, nous avons les personnels communales, que quand le personnel communal monte et démonte un Barnum, il n'est pas occupé à l'entretien de la commune. Donc, pour tout ça, il faut savoir raison garder, mais surtout l'objectif, c'est d'avoir un tarif qui permette de prendre en compte les prestations, même à titre gratuit pour une association, au sein de la convention telle que la loi nous demande. Est-ce que j'ai été clair dans la réponse? Oui, tout à fait. À part que ça ne couvre pas la totalité des associations, parce qu'il n'y en a que très peu qui sont soumis à une convention, en fonction des moyens engagés. Effectivement, on peut supposer que ce tarif puisse leur être appliqué puisqu'ils ne font pas l'objet de convention. Ou alors que ça soit défalqué de leur subvention. Je pense qu'il faudra prévoir d'étendre les conventions à l'ensemble des associations qui utilisent les moyens de la commune, ne serait-ce que pour les sensibiliser sur l'utilisation de ces moyens et le respect du personnel qui procède à ces interventions. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a du personnel communal qui a fait l'entretien annuel de terrains de sport, en demandant précisément derrière qu'il n'y ait aucune utilisation de ces terrains de sport pendant 3 semaines, de façon à ce que l'entretien puisse durer dans le temps. Il s'agissait notamment d'un réensemencement. On remet des semences, on avait compris. On a vu le lendemain une équipe utiliser ce terrain pour y jouer. Une équipe du club qui normalement utilisait ce terrain. Il faut donc arriver à sensibiliser nos associations à l'usage des moyens, mais aussi au respect du personnel qui travaille pour elles. C'est simplement ça. Donc, nous pourrons ainsi reprendre dans les conventions ce genre de choses et étendre la notion de convention plus largement qu'elle n'est étendue aujourd'hui. Aujourd'hui, elle respecte strictement le niveau légal de 23 000 euros. Absolument. Mais après, dans la même logique, je pense qu'il faut avoir le même respect envers les bénévoles qui dispensent, en tout cas qui donnent de leur temps pour également mettre de l'animation, enfin donner de l'animation au travers de leurs activités sur la commune et qui contribuent aussi à la vie de la commune. Donc je pense qu'il faut trouver la juste... C'est un juste équilibre à trouver entre le respect du personnel, les moyens de la commune et l'activité des associations. Je vous rejoins là-dessus. Et également, donc, du coup, je voulais rebondir puisque je vous ai laissé continuer tout à l'heure sur les subventions des associations. Juste pour vous rappeler, lors du dernier conseil municipal, vous avez plutôt affecté un coefficient multiplicateur sur une association, certes, qui nous aide à contribuer à traverser la France et à travailler sur des projets communs, mais en tout cas qui avait les mêmes contraintes que les autres associations de la commune sur l'exercice précédent, enfin actuel et précédent, où ils n'ont pas eu d'activité, et malgré tout, à qui on a attribué une augmentation de la subvention de façon très significative. Je connais votre amour, je connais votre amour pour la MAP, mais je vous rappelle non, attention, je ne dis pas ce que je ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, je vous rappelle que l'augmentation de cette subvention, s'il s'agit bien de la MAL, absolument. S'il s'agit bien de la MAL, l'augmentation de cette subvention vient dans la logique d'une programmation à venir à l'exercice présent. Je vous rappelle aussi que le président de que le responsable de la MAL a restitué sa subvention antérieure en 2019. En 2020, pardon, 2020. Pour elle, parce qu'elle n'est pas utilisée. Alors, sujet moins agréable, c'est toujours agréable de débattre de choses aussi importantes que le milieu associatif. Nous avons à traiter d'une créance irrecouvrable. Décidément, j'ai du mal à parler ce soir. En fait, ces procédures sont engagées par le comptable public lorsqu'il n'a pas pu obtenir le paiement des créances en question. Alors, il y a d'une part l'admission en non-valeur lorsque le recouvrement de la créance est temporairement impossible, mais où l'on pense que l'on viendra à pouvoir recouvrer dans le temps. Il y a la logique de créance éteinte lorsque l'extinction de la créance a été prononcée. Ah, merde, merci.
pas voté là. Vous avez raison. Donc vous l'aurez dit, monsieur Walker. Merci beaucoup. Retour en arrière. Retour en arrière, on rembobine le film. Y a-t-il d'autres remarques? Qui? Sur les tarifs, nous sommes sur les tarifs. Discussion sans Pierre, nous sommes sur les tarifs. Y a-t-il d'autres remarques? Juste que j'ai aucune vérité contre la balle, hein, bien au contraire, et je voulais le repréciser. Merci. Pour éviter qu'il y ait un malentendu. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 5. C'est bon? 5. Oui, 6. Avec on les a fait modérations. celui-là. 6 abstentions. C'est bon. Bien. Je ne vous refais pas les créances éteintes. On reprend où on en était du film. En fait, suite à un jugement rendu le 17 décembre 2020 pour rétablissement personnel et sur demande du comptable public, nous proposons au conseil municipal d'admettre en créances éteintes des créances d'un montant total de 1 052,30 € sur le budget principal. C'est la troisième fois qu'on passe des créances éteintes. Ça concerne un dossier d'une personne qui n'habite pas la commune. C'est un dossier de quelqu'un qui a été admis en redressement, commission de surendettement, pardon, pour un rétablissement personnel. La demande nous vient directement de nos camarades des finances publiques, la DDFIP de Haute-Savoie, qui nous précise que cette dette doit être effacée. Juste une question, pourquoi le nom de la personne est sur la délibération? Le nom de la personne ne devrait pas être sur la délibération. Non, s'il vous plaît, parce que ça peut être chacun d'entre nous, ça peut Le nous nom de la arriver. personne ne devrait pas être sur la délibération. On doit voter des délibérations de son nom et après que ça part en préfecture avec le nom de la personne, s'il vous plaît. Merci. Donc c'est quelqu'un qui habite plus sur la commune depuis 6 ans, mais Oui, vous avez mais c'est sur le principe. tout à fait raison sur le principe. C'est délicat. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, mais on doit procéder au vote. On est d'accord. L'unanimité, c'est bien. Merci. Donc maintenant, je passe la parole à Dominique pour sa dernière délibération urbanisme, le montant de futur. C'est de l'environnement. Aussi. Donc, il s'agit donc du changement donc, d'une convention de location du public. On n'entend pas. Ah, je remets mon masque. Donc, en 2020, le CIAM a attribué une délégation au service public à la société SPBR1 pour l'exploitation et le développement du réseau de bornes de recharge publique, qui s'appelle e-borne. Donc nous avons des bornes qui sont juste à côté là, de la salle Olympe. Ce sont les seules qui figurent sur le compte de public. Donc il convient, le CIAN donc, change de prestataire, quoi, du moins c'est la SPBR1 qui reprend donc, la convention du CIAN. Et donc cette société, c'est une filiale de Vinci. Donc il convient au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention entre la commune et cette société. Donc voilà. Donc dans ce contexte de changement d'exploitant, les conventions d'occupation du domaine public des bornes existantes signées entre le CIAN et les communes doivent être remplacées par de nouvelles conventions signées par les communes et cette nouvelle société SPBR1. Pour de nouvelles bornes. Donc, alors, il convient au conseil municipal d'autoriser M. le maire. Donc, voilà, c'est tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord d'accorder ceci à M. le maire? Donc, qui? Auriez-vous des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Bien, nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vais passer aux questions diverses, réponses aux questions qui m'ont été posées.
Je n'ai même pas besoin de les capturer puisqu'elles ont été annoncées par la presse. Donc, je souhaite simplement que la presse accorde la même importance aux réponses qu'aux questions. La première question concerne la problématique des gens du voyage. Donc, la commune a de nouveau fait l'objet de l'installation d'un groupe de gens du voyage récemment. Pouvez-vous nous préciser les moyens communaux mis à disposition pour cet accueil? Depuis la précédente installation des gens du voyage, quelles actions avez-vous engagées auprès de la CCPVA pour favoriser la mise en conformité du territoire? Une très très bonne question. Elisabeth, attends, ça arrive. Donc, à 2 reprises, depuis le mois d'avril, nous avons été confrontés à la présence illégale de gens du voyage sur notre commune. Nous sommes allés à chaque fois au-devant des groupes qui s'installaient. Des bennes ordures ont été mises à leur disposition afin que les sites restent propres. Nous avons fixé les limites de leur présence dans le temps, tout en engageant les procédures réglementaires de constatation par procès-verbaux par la police municipale et de saisine des autorités préfectorales. Bien entendu, nous étions en relation constante aussi avec la police nationale, qui passe régulièrement sur ces sites, et Elisabeth Gillet connaît parfaitement le sujet. Durant tout le temps de leur présence, la police municipale donc a effectué des contrôles pour veiller au respect des lieux. Le maire et le premier adjoint sont passés régulièrement pour s'en assurer et nous n'avons reçu aucune plainte spécifique. Par la discussion et l'écoute, nous avons obtenu que ces occupations illégales soient limitées dans le temps. 4 jours en mai, 10 jours en juillet. Dans les 2 cas, les gens du voyage ont respecté leurs engagements et nous n'avons pas constaté de dégradation notable à leur départ. Ces résultats, nous ne les devons qu'à nous-mêmes, puisque Simagève a brillé par son absence, pour ne pas dire son irresponsabilité. Je vous répondrai après. Oui, c'est pour ça que je dis courage, Pilon. Dans les 2 cas, nous n'avons pu obtenir le concours de la préfecture pour expulser les contrevenants, au motif que la CCPVA n'est pas en conformité. Et malgré l'argument présenté au préfet, chaque fois, concernant notre commune, qui est la seule à avoir une aire d'accueil au sein de la CCPVA. Quel paradoxe! Nous sommes les seuls vertueux et nous sommes les seuls sanctionnés. Curieuse conception de la justice. La préfecture nous explique qu'elle ne peut pas donner suite tant que la CCPVA n'a pas pris des mesures. La CCPVA, elle, nous explique avec une grande régularité que c'est difficile. Ça, vous savez. Or, devant l'absence totale de soutien du Simagève sur le terrain, c'est pourtant sa vocation, et son manque d'application, pour pousser la CCPVA à se mettre en conformité avec la loi quant à l'accueil des gens du voyage, les élus de notre majorité ont adressé au président de Simagève une lettre de démission et reconsidéreront leur présence dans cette instance quand celle-ci se mettra au travail. L'opposition qui pose cette question compte dans ses rangs une vice-présidente éminente de la CCPVA, qui est aussi vice-présidente du Simagève. Nul n'est donc plus qualifié qu'elle pour répondre directement à cette question très pertinente. Je l'invite donc à nous faire part de ses démarches, de ses résultats, tout en précisant, Elisabeth, et je tiens à le dire, que vous avez toujours, vous, personnellement, fait le job. Merci. C'est important de le dire. Mais vous l'avez fait aussi. J'ai remarqué que c'était vraiment... Non, mais vous avez fait, et vous avez été courageuse, souvent. J'aimerais bien que ce courage soit retrouvé. Bon, je vous laisse intervenir. Alors, parler des gens du voyage, c'est toujours très compliqué. Je vais donc vous expliquer que le Simagève n'intervient jamais sur les stationnements illicites. Le Simagève est un syndicat qui s'occupe des terrains familiaux, la construction des terrains familiaux, des aires de passage, pardon, et le préfet s'occupe du terrain de grand passage. Donc le Simagève ne gère que les terrains familiaux et les terrains de passage. Donc il est évident que nous n'avons pas la compétence pour nous occuper des stationnements illicites. Quand le préfet vous dit que la communauté de communes du Pays d'Évian et de la Vallée Romance n'est pas en règle, c'est vrai. Comme toute agglomération, puisque
les gens du voyage qui étaient derrière sont partis à côté de Ripaille et à Périgny. Donc voilà, ils sont partis, vous les avez, et je peux vous faire un compliment, c'est que vraiment, les lieux après, vous avez bien su les draver, puisqu'il n'y a pas eu de problème, et ça a toujours été très fort. On sait la difficulté qu'il y a d'avoir des lieux propres une fois qu'ils partent. Certains, il y a certaines personnes qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Donc le CIMAGEL ne gère pas du tout les stationnements illicites. La seule chose que l'on faisait dans l'ancienne mandature, mais que le nouveau président ne veut pas faire, c'est que quand on voyait arriver des caravanes à Devennes, on avait un radio tam-tam, et du coup, quand il passait, c'est-à-dire qu'il venait dans le... Et on téléphonait en disant, ben voilà, faites attention, et on protégeait simplement les parkings, et voilà. C'est la seule solution qu'on avait trouvée au CIMAGEL, mais je me permets de vous rappeler que si on avait trouvé la solution pour les stationnements illicites, je vous l'aurais donné avec plaisir. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Merci pour cette intervention, Elisabeth. Je veux simplement redire ce que je voulais dire, c'est que à votre époque, c'était en fonction. Vous interveniez sur le terrain, et vous bougiez, et vous faisiez bouger les choses. Oui, mais on était dans l'illégalité la plus totale. Oui, mais malheureusement, dans ce pays, je crois qu'il y a une inégalité qui fonctionne. Il faudrait savoir à quoi sert aujourd'hui un syndicat si on le limite considérablement son action. Parce que là, qu'on ait le courage une fois de plus de dire qu'on a peur des gens du voyage, qu'on les stigmatise. Nous avons toujours eu une attitude avec les gens du voyage correcte. J'aurais toujours dit qu'ils étaient des êtres humains et que nous les considérions en tant que tels et que nous étions à leur écoute, mais que nous souhaitions qu'il y ait une parole et que cette parole soit prise. C'est par le dialogue que nous sommes arrivés. Je précise que nous n'avons pas refilé la patate chaude à nos voisins. Mais je ne voudrais pas que ce prétexte soit pris par certains pour imaginer que maintenant, publier est une terre d'accueil des gens du voyage, puisque le maire et son équipe gèrent parfaitement le dossier, ce que je crains pour l'avenir. Dites-moi, M. Grandchamp, vous ne pensez quand même pas que j'aurais quoi que ce soit à voir? Bon, oui, parce que alors ça, je risquerais de mal le prendre parce que ce n'est pas du tout mon genre. Je sais ouvrir ma bouche quand je trouve que les choses sont pas justes, mais je ne fais jamais ce genre de choses. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que l'État aussi devrait appliquer la loi. La loi, c'est qu'à chaque fois que des gens viennent stationner d'une façon illégale sur une commune, il y a eu un amendement et une loi de fait, et il y a une amende qui doit être appliquée, qui n'est jamais appliquée. Donc, je suis désolée, c'est comme rouler sur l'autoroute, normalement c'est marqué 130, vous roulez à 160, vous risquez d'avoir une amende, mais comme elle ne sera jamais appliquée, je ne vois pas pourquoi on ne roulerait pas à 160. Voilà. Après, vous avez tout à fait raison, il y a des gens du voyage avec qui on peut très bien parler, il n'y a jamais eu aucun problème. La difficulté, c'est qu'avec certains, c'est compliqué. Donc, on est une chance, c'est que pour l'instant, tout va bien. Mais si aussi l'État appliquait ce qu'elle doit appliquer, je pense que chacun s'y retrouverait. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'une commune, même si elle fait partie d'une intercommunalité, peut se défendre seule en interdisant le stationnement. La loi, normalement, devrait être appliquée. Elle n'est pas appliquée. La police nationale n'intervient pas et ne verbalise pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'est jamais passé. Voilà. Et on avait beau le réclamer, ça ne s'est jamais passé. Nous avons une pleine unanimité sur ce sujet. Mais vous voyez, M. Grandchamp en a au moins une. C'est toujours nous qui sommes les mains dans le cambouis. Mais c'est un vieux refrain que nous connaissons bien. N'est-ce pas? Et vous voyez, on a au moins un terrain d'accord. Oui, mais ça arrive, il ne faut pas croire. Ben, oui. Deuxième point, les contraintes sanitaires que nous subissons depuis plus d'un an et demi ont particulièrement touché tous les domaines d'activité. Et malgré le contexte actuel de plus en plus contraint, des événements réapparaissent timidement. Donc, vous évoquiez l'Evian Championship, dont les retombées sur l'hébergement et le commerce du territoire sont nombreuses. Et la question la plus précise était de connaître les raisons de l'absence de navette, c'est-à-dire le départ de la cité. Donc, je vais vous répondre qu'il n'a pas échappé que les contraintes sanitaires sont toujours d'actualité. Et
nous nous en réjouissons. Pas qu'il y ait des contraintes sanitaires, hein, mais que ça ne vous ait pas échappé, bien sûr. L'organisation du Championship Amundi de golf a bien évidemment intégré ces contraintes dans l'organisation de cette épreuve internationale, en établissant un cahier de charge extrêmement rigoureux sur les contrôles sanitaires et en réduisant avec sagesse le volume des personnes accueillies. Il est clair que cette édition ne pouvait être réalisée avec les mêmes potentialités qu'en 2019, qui était la dernière édition. Compte tenu de la moindre affluence prévisible, le choix de l'organisation a donc été fait de privilégier un regroupement des parkings qui lui était nécessaire sur le territoire d'Évian. Face aux intempéries et à l'impraticabilité de l'un d'eux, nous avons été sollicités quelques jours avant le début du tournoi, hein, c'était en début de semaine, pour mettre à disposition le terrain stabilisé de la Cité de l'Eau, de façon à accueillir prioritairement les véhicules nécessaires à leur logistique, demande à laquelle nous avons répondu sans délai. Je peux vous dire, quand j'ai eu Laurent Sacchi, il était à Athènes, et nous avons réussi très rapidement. Nous avons également indiqué qu'en cas de besoin supplémentaire, le parking de l'école Simone Veil pourrait être mis à disposition. La non-mise en place de navettes relève de la responsabilité de l'organisation, dont je salue pour ma part le très grand professionnalisme. Cette édition du Championship a été une très belle manifestation, avec une finale qui a tenu toutes ses promesses. Elle a été aussi, pour moi, l'occasion d'avoir un très bon entretien avec Franck Ribou, entretien que nous attendions depuis plus d'1 an, en raison des circonstances évidemment, et la direction de l'Évian Resort, au cours duquel nous avons convenu de donner à nos relations une vraie dimension, faite de respect mutuel et de confiance, mais une relation que nous allons formaliser rapidement avec toute l'équipe de l'Évian Resort, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Troisième question, enfin, là c'est un florilège de questions. Vous avez des réactions là-dessus? Vas-y, Xavier. Non, alors ça me faisait réagir parce qu'en fait, on avait des relations quand même. Oui. Pour le coup, on les rencontrait de façon très régulière, oui. sur différents sujets sur lesquels on avançait. Oui. Donc du coup, il y avait déjà des gens qui avaient été posés, des relations qui existaient. Des relations essentiellement orales. Donc nous, la tradition de l'oral, aujourd'hui, n'est plus de mise. Nous avons des relations que nous voulons formaliser par écrit. Et on veut obtenir un minimum de respect de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en terrain conquis sur la commune de Puy. Voilà, je vais la faire un petit peu courte. Mais les échanges ont été très intéressants, très fructueux. Il se trouve que nous avons pas mal d'amis communs avec Franck Ribou, donc ça permet même d'amorcer un bon dialogue. Nous avons ensuite un florilège de questions sur ce qu'il faut appeler l'affaire Levaille. Donc, tout le monde pensait que, suite à la démission de M. Levaille, il quittait la collectivité. Donc, vous me demandez ce qu'il est aujourd'hui, il en est de sa situation. Vous souhaitiez que l'on communique également sur les aides apportées par la commune aux agents reconnus victimes. Vous m'indiquez que vous n'avez pas perçu de signe de compassion ou eu connaissance de mesures d'accompagnement spécifiquement mises en place envers les victimes. Donc je vais tenter de vous répondre globalement à ces 6 ou 7 questions. Alors pour répondre à ce florilège de petites questions, permettez-moi quand même de vous rappeler un certain nombre de réalités sur cette affaire. Réalités bien peu flatteuses pour vous. 1. Le recrutement de M. Levaille, en qualité de DGS, a été assuré sous votre responsabilité. Si j'en crois les conclusions de la procédure judiciaire, il semblerait que vous n'ayez pas été très regardant et professionnel au moment du recrutement. Je vous remets aux conclusions de la justice. 2. La procédure engagée à l'encontre de M. Levaille concerne des faits qui ont débuté sous votre mandature il y a plus de 5 ans. Sans plainte. Faits que vous connaissiez parfaitement, qui n'auraient jamais pu prospérer et prendre de telles proportions, sans le silence coupable, voire complice de votre majorité d'époque.
administrés qui découvrent la situation calamiteuse dans laquelle vous avez laissé le personnel communal, que vous n'ajoutiez pas aujourd'hui à cette lâcheté passée l'indécence d'une indignation de pure circonstance en signe d'un courage subitement retrouvé. Les indignés, ils sont face à vous. Madame, vous n'êtes pas invitée à vous exprimer, je pense pas. Dès notre prise de fonction, contrairement à vous, nous avons décidé de traiter en profondeur les conditions de travail du personnel communal. Je vais vous rappeler une nouvelle fois les mesures que nous avons engagées, car votre attention semble prise en défaut. Dans la semaine qui a suivi notre élection, réunion de l'ensemble des personnels pour exposer nos attentes et notre conception de la relation élu-agent territorial, avec en particulier un point dédié à la souffrance au travail et l'annonce d'un audit spécifique confié à un cabinet indépendant. Cette démarche a fait l'objet d'une mise au point très nette de ma part en conseil municipal fin juillet. Sans doute en avez-vous gardé le souvenir. De juillet à décembre 2020, réception par le maire en entretien individuel de chacun des 160 agents de la commune pour évaluer personnellement leurs conditions de travail, leurs ressentis. C'était une première pour 90% d'entre eux. La première, c'était de découvrir le bureau du maire. Il n'y avait jamais été. Certains s'inquiétant même d'être reçus ainsi, car ils s'attendaient à des remontrances. Tout un symbole de la considération qui leur était portée. Le 20 août 2020, désignation du cabinet Beldon RH pour un audit sur les risques psychosociaux sur une période de 6 mois, avec suivi sur 2 ans. Le 2 septembre 2020, signature d'un arrêté confiant au centre de gestion 74, la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de harcèlement ou discrimination et diffusion à tous les personnels d'une plaquette sur la procédure à suivre pour les signalements. C'est cette mesure que vous n'avez jamais souhaité prendre qui a permis de libérer la parole chez nos personnels et de mettre fin à l'omerta. D'octobre à décembre 2020, j'ai reçu les victimes potentielles en leur demandant de produire des écrits et leur proposant 2 voies possibles. Une saisine à mon intention pour que j'entame une procédure administrative ou un dépôt direct auprès du commissariat de police de Thonon de plainte pour engager une procédure pénale. Le samedi 5 décembre 2020, l'une d'elles a eu le courage, je dis bien le courage, d'opter pour la voie judiciaire et a déposé plainte au commissariat de police de Thonon-les-Bains. Nous connaissons la suite, tant cette procédure a été abondamment commentée ces derniers mois. S'agissant de M. Lebaille, le lundi 8 décembre 2020, il s'est vu notifier une mise en garde écrite avec des directives très précises concernant les modalités d'exercice de sa charge, mesures prenant effet sans délai pour garantir le fonctionnement des services et préserver les personnels concernés par les signalements, en concertation permanente avec le centre de gestion 74. Est-il utile de vous préciser que c'est le premier écrit de cette nature figurant au dossier individuel de M. Lebaille. La procédure judiciaire engagée à son encontre a été conduite dans des délais extrêmement courts. Ça mérite d'être souligné. Nous nous en félicitons, car nous ne pouvions rester dans une situation aussi dégradée et accepter que certaines âmes charitables se complaisent à alimenter cette situation. Ces âmes se reconnaîtront forcément un jour. Le 25 juin 2021 s'est déroulé le procès de M. Lebaille. Et le lendemain même, j'ai accepté sa démission de ses fonctions de DGS. Cette démission a pris effet le 1er juillet 2021. Vous semblez l'ignorer, mais M. Lebaille bénéficie du statut de fonctionnaire public territorial de catégorie A. Lors de son recrutement, important à savoir, lors de son recrutement, le contrat signé par mon prédécesseur prévoyait son rattachement à la commune
comme le statut de la fonction publique le permet. C'est le droit. Et cela signifie que la commune devra donc rémunérer M. Le Bail jusqu'à sa retraite, y compris à ne rien faire. C'est peut-être une découverte pour vous, mais le droit s'impose à la commune. Il est de droit aussi, dans le public comme dans le privé, que lorsqu'une sanction est prise à l'encontre d'un salarié, elle ne soit pas exposée en public. Nous ne le ferons donc pas. Il n'existe plus d'omerta à publier, mais il n'y existe pas non plus de pilori. En ma qualité de maire, et en accord avec le centre de gestion 74, et en conscience, j'assume donc une nouvelle fois les conséquences d'un contrat signé par mon prédécesseur, et je me refuse, pour ma part, à rémunérer un fonctionnaire territorial sans contrepartie d'un travail. Je ne suis pas adepte des emplois fictifs, je suis respectueux des contribuables publics. Monsieur Le Bail se verra donc confier des missions au profit de notre collectivité dans le strict respect des dispositions de sa condamnation pénale. Vous connaissez par cœur ces résultats. C'est-à-dire que son travail ne nécessitera évidemment pas de présence physique et que son unique interlocuteur sera le maire ou un des adjoints selon la nature des travaux qui lui seront demandés. Un nouveau DGS sera nommé au plus tard le 1er octobre, suite au recrutement en cours, pour lequel nous avons reçu pas moins de 18 candidatures. S'agissant des victimes en service à la commune, je ne doute pas que ces personnels seront très touchés par votre sollicitude récente. En ce qui nous concerne, nous leur avons ouvert une voie qui leur était refusée, la voie de l'écoute et du soutien. Je ne vais pas reprendre toutes les mesures précédemment évoquées, mais ces personnels ont été et sont encore accompagnés. Chacun bénéficie de la couverture de la protection fonctionnelle, conformément aux articles 5 et 7 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit. Tous ont bénéficié et bénéficient du soutien psychologique mis en place par le centre de gestion 74, organisme dont je tiens à souligner le travail remarquable. Les deux principales victimes, je parle bien de victimes, se sont vues proposer de nouvelles opportunités pour changer de cadre de travail au sein de la municipalité et repartir, je l'espère, le plus vite possible et le mieux possible sur de nouvelles bases. Cela se traduit par des aménagements de locaux qui seront disponibles dans les prochains jours. Enfin, et bien évidemment, les personnels concernés ont bénéficié des congés de santé nécessaires chaque fois qu'ils en ont ressenti le besoin. Donc il est faux de laisser penser, et il est indécent de laisser penser que nous n'avons pas été à l'écoute des personnels. S'agissant enfin des personnels de la mairie dans leur globalité, ils ont été informés à de multiples reprises de l'évolution de la procédure et de ses conséquences. Dès la prise de fonction du nouveau DGS, ils seront engagés dans des séances de formation préconisées par l'audit risques psychosociaux pour retrouver au plus vite l'indispensable sérénité dans leur travail quotidien. Permettez-moi en conclusion de revenir sur votre réflexion sur ce supposé manque de tout signe de compassion de notre part dans toute cette affaire. Je trouve à titre personnel cette réflexion parfaitement indigne de votre part. Indigne et pitoyable, compte tenu de la passivité passée. Pour ma part, je m'honore d'avoir auprès de moi une équipe municipale qui a le courage de corriger vos manques et vos erreurs sans démagogie. Je demande au secrétaire de séance, à Gilles, de reprendre l'intégralité de ses réponses au procès verbal de ce conseil, de façon à ce que les publiés aient accès à l'information réelle. Je vous remercie. Monsieur le maire, oui. Je voulais rebondir sur la protection fonctionnelle, s'il vous plaît. Oui.
Les victimes pouvaient bénéficier d'une aide juridictionnelle proposée par les avocats, mais suite au mail que vous leur avez transmis le 27 mai et le 10 juin, comme quoi l'assurance juridique de la mairie prenait en charge une partie des honoraires, le reste étant pris en charge par la collectivité. Les victimes ont donc fait le choix d'utiliser la protection fonctionnelle offerte par la mairie. Or, le 5 juillet, les victimes reçoivent un mail en partie contradictoire de la responsable du pôle juridique et administratif de Publier, accompagné d'une convention tripartite de prise en charge des honoraires, en partie par l'assurance de la mairie selon leur barème, et le reste à charge des victimes. Plus aucune mention du reste pris en charge par la collectivité. Monsieur le maire, deux questions. La première, pourquoi cette convention n'a-t-elle pas fait l'objet d'une délibération comme le prévoit la loi? Et la deuxième, qu'en est-il du reste à payer pour les victimes qui comptaient, si on veut dire, sur un remboursement total qui venait clore cette affaire depuis trop longtemps invivable? Je vous demande de faire un geste en leur faveur. Moi, je vous redis ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales et le décret en particulier du 26 janvier 2017 qui fixe les conditions et les limites de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales. La commune, évidemment, prend sa part de l'engagement des procédures, mais elle n'a pas vocation à accompagner toutes les autres démarches qui sont à l'initiative des individuels, des gens. Hein. Moi, le budget communal n'est pas là pour accompagner les victimes pendant des années sur des indemnisations qui ne sont pas directement arrêtées au départ. Hein. Je vous comprends, mais alors pourquoi est-ce que dans les mails du 27 mai et du 10 juin, vous leur avez assuré que le reste était pris en charge par la collectivité? Nous remercions de votre question. Je vous répondrai sur cette question que j'aurais revue de près, parce que là, pour l'instant, moi, je n'ai pas des éléments de réponse sur ce point particulier. Et donc, ce que je n'admets pas, c'est que vous mettiez en doute, vous osiez mettre en doute notre respect des gens, notre écoute, et qu'il y a des moments où il faut être un peu digne dans la vie, assumer ses responsabilités et ne pas rejeter sur les successeurs les conséquences de votre irresponsabilité précédente. Je ne mets pas en doute, je ne mets pas du tout en doute sur les conditions de suivi que vous avez fait. Je parle d'argent. Je parle d'argent. Tout simplement. Et on connaît les méthodes employées pour instrumentaliser l'affaire. Voilà. Moi, j'en ai terminé pour ce qui me concerne. Oui, alors juste pour rebondir sur vos propos, effectivement, je pense que s'il y a démagogie dans les propos que vous prétendez, je pense que la démagogie peut être partagée, puisque vous avez connaissance de certains éléments dès votre prise de fonction. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, il est clair que même hors la mairie, on savait qu'une partie du personnel pouvait souffrir. C'est pourquoi, dès la prise de fonction, des mesures ont été prises. Je vous rappelle qu'il n'y avait aucun élément dans le dossier de M. Lebaille. Aucun. D'anciens élus ont pu dire qu'il y avait un problème, mais aucun élément dans le dossier de M. Lebaille. Rien. Or, on est dans une société de droit. Chacun des fonctionnaires de cette commune, chacun des employés de cette commune a le droit à la même protection. Dès notre arrivée, nous avons pris les mesures, et notamment le marathon, je parle de marathon de M. le maire, pour recevoir l'ensemble des collaborateurs de la mairie, en tête à tête et en privé. Plus toutes les mesures qui ont été prises, le centre de gestion 114 ne s'est pas brusquement manifesté auprès de nous. Il a été sollicité. Ont permis de mettre à jour ce qui s'était passé depuis des années. Donc je vous en conjure, n'inversons pas les choses. On peut dire et essayer de changer la réalité, mais cette situation
préexistait. Ce qui est plus grave, c'est qu'au moment du recrutement du directeur général des services, le minimum de recherche aurait permis de savoir, si j'en crois ce qui a été dit en justice, je prends simplement ce qui a été dit, aurait permis de savoir qu'il y avait une difficulté antérieure entre la première lettre faite à M. Lebaille, qui a évoqué M. le maire, et la prise de fonction. Il s'est écoulé combien de semaines? Combien de semaines? On parle en semaines. Je veux même parler en mois, si vous voulez, mais on n'est pas en année. Ça ne fait pas 6 mois. Et pourtant, les mesures sont prises. Alors, je vous en prie, n'attaquez pas notre maire, qui a pris là-dessus un engagement extrêmement fort et qui va nécessiter un suivi extrêmement long. La situation préexistait, elle a été, je parle en tant qu'ancien dirigeant d'entreprise, occultée par le silence. Rien dans le dossier de l'individu. Comment voulez-vous prendre des mesures contre un membre du personnel quand il n'y a rien dans son dossier? Rien. Zéro. Pas même une remarque. Pas même une réserve. Rien. C'est grave. C'est extrêmement grave. Et qu'en est-il aujourd'hui de son dossier? Écoutez, je ne veux pas laisser dire qu'on n'a rien fait, c'est pas vrai. Vous savez, on n'a pas si, vous avez dit que j'étais au courant que j'ai rien fait. Non, vous étiez au courant de certaines choses. Ça, c'est faux. C'est absolument faux. En plus, je veux dire que Hervé Lebaille a eu ce comportement car il a eu un sentiment d'impunité. Ce sentiment d'impunité a été bâti pendant des années, où il a pris des responsabilités qu'il n'aurait jamais dû prendre. Parce qu'il y a eu un mélange des genres. Et vous le savez parfaitement. Ça, c'est le premier point. Monsieur Lebaille, je vous ai dit ce qu'il en est. Il a un statut, il a un attachement à la commune qui est lié à un contrat qui a été signé par mon prédécesseur. Je suis désolé, ça s'appelle le droit. Bon, ça vous choque, mais c'est comme ça. Et donc, tout le monde a le droit au respect du droit dans ce pays. Ce n'est pas moi, ancien officier de gendarmerie, qui va aller contre le droit. Ensuite, je vous l'ai dit, je suis soucieux de ne pas payer un emploi fictif. Je sais que ça peut exister dans le passé. Moi, ce n'est pas mon style. Je suis soucieux du contribuable publiera. Donc, il est légitime, à mes yeux, que M. Lebaille ne soit pas payé à ne rien faire par la commune, parce que mon prédécesseur lui a signé un contrat exorbitant qui le protège de toute disposition statutaire autre que rester à la commune. Après, en droit, vous le savez tout aussi bien que moi, en ayant fait une carrière dans la fonction publique, vous savez également que des sanctions administratives existent. Oui. Et du coup, peu importe le contenu d'un contrat, par contre, les sanctions sont là. J'ai dit tout à l'heure que le dossier individuel, j'avais déjà nous rappeler fort justement qu'on ne devait pas mentionner le nom dans une décision d'une délibération communale. Absolument. Donc, je suis désolé, mais le traitement des personnels de la commune ne sera jamais communiqué sur la place publique. C'est une question de responsabilité statutaire, hiérarchique. Donc le problème se traite avec les instances en charge du suivi des sanctions, et c'est certainement pas le conseil municipal. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Que malgré ce contexte, cela ne nous empêche pas de profiter du mois d'août pour décompresser un peu et qu'on se retrouve en septembre, je l'espère, dans des jours meilleurs, peut-être moins masqués, j'ai bien peur que non. Mais en tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre contribution depuis ce début d'année au fonctionnement de ce conseil municipal. À très bientôt. Merci. Pensez à vos signatures.